Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire. On y va. Au menu de ce numéro de la Grande Team, LGT News, UEFA Champions League City versus Real. Le Ballon d'Or se joue-t-il pour Mbappé et Haaland? On en parle dans l'actu. Agréable soirée sportive sur la 3 en compagnie de Marie-Christine Beugré et sa team. Allez, c'est donc parti pour la soirée sportive. Je serai donc accompagnée de Dago Chal. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine Beugré. Pourquoi vous souriez? Non, c'est un réel plaisir de vous retrouver, c'est tout. Plaisir partagé. Merci. Voilà, Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie. Martial Gourou, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Ravi de vous retrouver. C'est un moment vraiment fort, important pour moi de me retrouver sur ce plateau en ta compagnie chaque jeudi. Oh, merci beaucoup, Martial. Vous êtes un amour. Ah non, lui, là, tous les jeudis alors. Ouais. Vous êtes jaloux? C'est le hasard du calendrier. Voilà, le hasard du calendrier, on va dire ça. Et puis Balo aussi est présent. Oui, non, moi, je dois serrer mon visage. Bonsoir, Marie-Christine. C'est votre serré visage. Ouais. Comme il sourit, il faut quelqu'un pour serrer le visage. Bon, vous n'y arrivez pas en tout cas. Voilà, et vous avez un très beau sourire, Balo. C'est un plaisir effectivement d'être avec vous quatre ce soir. Jean-Philippe, Dago Charles, Martial Gourou, Balo. Et vous, surtout amoureux du sport. La première rubrique de cette émission, c'est LGT News. On y va maintenant. LGT News. Du judo pour démarrer les news. Riner sélectionné pour les mondiaux. Teddy Riner figure sur la liste des judokas français sélectionnés pour les championnats du monde. Football à présent, tirage au sort de la CAN U17 et U20. Les éléphantos situés sur leurs adversaires. La Confédération africaine de football a effectué ce jeudi au Caire le tirage au sort de la CAN U17 et U20. Les éléphantos ont désormais une idée de leurs adversaires à ces différentes compétitions. Concernant la CAN des cadets, les U17 ivoiriens logés dans le groupe D vont en découdre avec le Mali, l'Angola et le qualifié de la zone Unifac 2. Quant à nos juniors qui accueillent cette CAN U20, ils devront se mesurer dans la poule A avec la République démocratique du Congo, le Ghana, la Tanzanie et le qualifié de la zone Unifac 2. Place maintenant au travail. Rappelons que la CAN U20 2025, prévue en Côte d'Ivoire, aura lieu du 26 avril au 18 mai prochain. La CAN U17 2025 aura lieu du 30 mars au 19 avril au Maroc. Tournoi Coupe d'Abu Dhabi. Bright Academy Côte d'Ivoire aux Émirats Arabes Unis. Les 15 et 16 février 2025, Bright Academy Côte d'Ivoire prendra part au prestigieux tournoi international doté de la Coupe d'Abu Dhabi organisé par Manchester City. Un tournoi de choix qui combine des équipes internationales et locales pour créer un événement culturellement diversifié où les garçons de U8 à U16 et les filles de U12 à U16 sont invités à découvrir cet environnement unique et authentique. Bright Academy est arrivé à Abu Dhabi avec deux équipes, à savoir les U17 et les U16 chez les garçons. À noter que Bright Academy est la seule académie de l'Afrique de l'Ouest à prendre part à ce tournoi. L'arène polyvalente de sport et de divertissement, le Zayed Sport City, qui dispose de 15 terrains en gazon naturel, sera l'endroit où les joueurs vont s'exprimer. Patrick Asseux, fondateur de cette académie, revient sur l'état d'esprit du groupe avant le début du tournoi. Bonne ambiance, les gamins déjà sont prêts, ils n'attendaient que ça. Mais après, si long voyage, c'était important pour nous de renouer déjà avec le tapis vert, toucher le ballon, histoire d'être prêt pour le tournoi. Dieu merci, tout le monde se porte bien, à part quelques petits coups de fatigue, mais bon, tout le monde était excité, surtout tout à l'heure pour la séance. Concernant l'adaptation, il y a un changement qui est brusque, mais voilà. La séance déjà pour que les enfants soient prêts, pour que les poumons s'ouvrent et tout. Et après cette séance, nous avons une séance en salle cette soirée, déjà pour mieux préparer les gamins.
Éliminatoire mondial 2026. Voilà, nous sommes en direct sur la 3, à la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. La question LGT de ce soir, UEFA Champions League, City contre Real. Le ballon d'or se joue-t-il pour Mbappé et Haaland? C'est donc la question LGT de ce soir. Et bien sûr, vous pourrez nous appeler au 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3, pour participer à l'émission. Bien, vous pouvez toujours nous écrire sur la page Facebook de la 3. Le débrief des news. On commence avec Martial Gourou. Les éléphantos situés sur les adversaires. Tirage au sort CAN U17 et U20. Oui, Marie-Christine, c'est ce jeudi qu'a eu lieu, que la CAF a effectué le tirage au sort de la CAN U17 et U20. Et la Côte d'Ivoire, au niveau de la CAN U17, est logée dans le groupe D. Et cela en compagnie du Mali, de l'Angola et puis du qualifié de la zone 1 FAC. Donc je crois que c'est quand même une poule. Il faudra faire attention aux Maliens, qui sont 2 fois vainqueurs au niveau de la CAN U17, bien sûr. Fait attention aux Maliens, qui sont 2 fois vainqueurs de cette compétition, en 2015 et en 2017. Ils ont 9 participations à la phase finale de la CAN et 9, le même nombre, au niveau de la Coupe du Monde. Et au niveau de la CAN U20, la Côte d'Ivoire est dans le groupe A, bien sûr, en tant que pays organisateur. Et la Côte d'Ivoire aura en face la RDC Congo, qui a déjà disputé 2 phases finales de CAN. Le Ghana, qui a 12 phases finales de CAN et qui a été vainqueur de cette compétition en 93, 1999, 2009 et 2021. Et il faut le noter, le Ghana a gagné le mondial en 2009. Donc, il faut vraiment prendre au sérieux l'adversaire qui est le Mali. Ouais, le Mali, parce qu'on sait que le Mali est quand même une grande nation au niveau des formations des jeunes. Et puis le Ghana, c'est vrai qu'aujourd'hui, le football ghanéen est un peu en net recul, mais bon, attention, c'est des habitués de ces compétitions de jeunes. Donc voilà un peu ce qu'a donné ce tirage au sort de la CAN U17 et de la CAN U20. D'accord, donc la CAN U20, on note que les éléphants sont logés dans la même poule que le Ghana. Et pour la CAN U17, les éléphantos sont logés dans la même poule que le Mali. La Côte d'Ivoire qui affrontera une fois de plus le Mali. Et Martial Gourou nous dit qu'il faut faire très attention à cette équipe U17. Du Mali. Et puis au niveau de U20, il faut faire attention au Ghana. Au Ghana. Voilà, deux nations qui sont habituées à ces compétitions-là. D'accord, très bien. Et puis... direction judo, Teddy Riner sélectionné pour les mondiaux, Jean-Philippe. Oui, Teddy Riner essaiera d'accrocher une 12e médaille d'or à son cou. Et ce, pour le compte du championnat du monde de judo, il faut le dire, 5 fois champion d'Europe. Et dans le championnat d'Europe par équipe, là, il n'a pas eu de médaille d'or, mais 2 d'argent et 1 de bronze. Championnat de France, il a 6 médailles, dont 4 en or. Et puis, voilà, le championnat de France par équipe, 4 médailles, dont 2 en or. C'est dire l'immense champion qu'il est, Teddy Riner. Et il va essayer encore, je dirais, d'élargir un peu plus son palmarès dans cette discipline à ce championnat du monde où il sera la star absolue du tatami. En tout cas, Teddy Riner qui reste impressionnant. Un mot sur Teddy Riner aussi. Oui, non mais écoutez, quand tu as fini d'écouter voilà, Jean-Philippe Ouria par rapport à Teddy Riner, on n'a plus grand-chose à ajouter. La seule chose que moi je voulais faire remarquer, c'est à l'endroit des Occidentaux, dans leur entièreté, en général, je pourrais dire. Quand ils remportent ce type de trophées, quand ils gagnent tous ces trophées alors qu'ils sont blacks, donc africains, on les acclame là, on voit sur l'image le président Macron en train d'applaudir Teddy Riner, c'est joli à voir. Et puis il y a certains d'entre eux, manifestez-vous quand vous voit, pour dire que vous n'êtes pas d'accord, que voilà, ces blacks-là, voilà, vous représentent autant. Ça c'est important aussi, parce que le racisme n'est pas seulement de venir montrer qu'on n'aime pas les noirs, on n'aime pas les gens de telle couleur. Mais au moment où ils vous font gagner des trophées, que vous êtes heureux dans vos salons, que vos drapeaux, c'est ça qui est le plus important. En matière de sport, c'est le drapeau qu'on regarde. Que ce drapeau-là, que ce soit français et des pays européens, là, représente le monde, on arrive à mettre un doigt sur votre pays. Et pour moi, vraiment la gentillesse de dire que c'est les Africains qui nous représentent ce jour-là. Voilà un peu ce que je voulais dire à l'endroit de tous ces soi-disant racistes qui continuent de nous faire
voilà, ce tort-là. Alors que nous disons que peu importe la couleur de la peau, le sport est universel. Le sport est universel. S'il décide d'être français ou allemand ou quoi, c'est ça qui est le plus important et le reste, tout le monde profite. On retient une chose, en tout cas, Dago Charles, le sport est universel. Et puis sport automatique avec Max Verstappen. Justement, mais il y a aussi de l'automatique en Formule 1. Il y a aussi de l'automatique en Formule 1 et c'est pas grave, c'est de bonne guerre. Bon, pour dire que Max Verstappen a changé de saison de Formule 1. On a hâte de découvrir cette nouvelle saison de Formule 1, exactement, et c'est bien sport automobile. Allez, on marque une petite pause, hein. Vous ne bougez surtout pas, amoureux du sport, ce sont seulement quelques petites secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Allez, on se retrouve donc sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes toujours en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Le focus, c'est maintenant. On y va. La Fédération ivoirienne a procédé à la présentation officielle des cadres techniques recrutés récemment. Lounès Atab, le nouveau directeur technique national, Younes Zerdouk, Reynald Pedros, respectivement sélectionneur des U20 et de la sélection féminine nationale, ont prononcé leur premier mot devant les hommes de médias. Donc nous, avant de poursuivre, on écoute le discours du président de la Fédération ivoirienne de football, M. Yacine Idriss Diallo, à cette cérémonie. Alors la séance d'aujourd'hui, elle était très simple. L'objectif, c'était de vous présenter donc ces cadres de très haut niveau que nous avons recrutés pour la Fédération ivoirienne de football. Et j'ai regardé cet élément avec beaucoup de plaisir parce que les 3 cadres de haut niveau ont répété la même chose, des grandes ambitions. Donc en fait, ils ont bien compris et bien résumé nos échanges. Quand je les ai reçus tous les 3, c'est de ça que nous avons parlé, nos ambitions. La Fédération ivoirienne de football a de très très grandes ambitions, tant au niveau de la formation, au niveau de l'encadrement, au niveau du suivi des jeunes, filles, garçons, et de la formation des cadres. Donc ça, c'est le travail important que le DTN doit faire avec toute son équipe. Qu'au niveau des U20, évidemment, avec une compétition qu'on organise en Côte d'Ivoire, et vous savez que le peuple n'a pas de mémoire, le peuple n'a que des ambitions. Et la chose que le peuple ivoirien a retenue, c'est qu'on a été champion d'Afrique en 2024, il y a 1 an, mais qu'on organise la CAN encore cette année. Mais l'ambition sera d'aller la chercher, à minima être dans le dernier carré, et ça a été bien indiqué par Younis. Et puis avec Reynald, que dire de Reynald? Reynald, c'est un monument du football en tant que joueur, c'est un monument du football féminin en tant que sélectionneur. Son CV parle pour lui. Et effectivement, nous sommes allés le chercher parce que nous avons décidé de partir from scratch, comme on dit, hein, from scratch, de zéro, totalement. Il a toutes les clés, parce que l'objectif, effectivement, c'est de construire quelque chose qui soit solide et qui puisse être structuré et qui puisse durer. Voilà, c'est donc les propos du patron de la Maison de Verre, le président Yacine Idriss Diallo. Commentaire, Martial. Bon, je pense que le président Idriss Diallo, il a tout dit. Il a une ambition pour le football ivoirien, c'est de hisser ce football-là au sommet de l'Afrique. Il a réussi avec l'équipe A. Maintenant, il y a les équipes de jeunes qui, depuis quelques années, ont des difficultés. Donc, il recrute des techniciens aguerris, compétents, expérimentés, et qui vont essayer de travailler au niveau de la DTN, au niveau de l'équipe féminine de Côte d'Ivoire et au niveau de l'équipe U20 de Côte d'Ivoire. Donc, je crois qu'il a dit clairement que le football ivoirien a des ambitions. Il a recruté des entraîneurs pour atteindre ces ambitions-là. Donc, je crois qu'on va attendre. Le travail va se faire. Chaque technicien a un contrat de 4 ans, de 2 x 2. Donc, je crois qu'il a misé sur le long terme et on verra bien ce que ça va donner. Et Jean-Philippe, est-ce que le président de la Fédération ivoirienne a pris la bonne décision de faire appel à l'expertise étrangère? Je m'interroge, je le dis clairement, parce qu'il a présenté des entraîneurs de certaines équipes, des équipes de U20, de l'équipe féminine, du directeur technique national. Il n'a pas répondu
Bon, sur l'élément que je vois, on n'a pas eu de réponse concernant l'entraîneur de la sélection locale. Quand il dit dans cet élément qu'au niveau de l'équipe féminine, il repart de zéro, il est là depuis 4 ans. On sait qu'avant son arrivée, il y avait Touré Clémentine qui était l'inamovible sélectionneur de cette équipe nationale féminine, qui est une experte dans le domaine. Est-ce qu'on peut considérer à travers ces propos qu'il n'y a pas eu d'héritage du travail qui a été fait par cette dernière, ou du moins que l'héritage qu'elle laisse n'est pas, je dirais, suffisamment digne pour être poursuivi? Pourquoi on reparte de zéro? Parce que moi, je suis totalement d'accord avec lui. Si l'ambition, c'est de bâtir quelque chose de grand et de durable, bon, il choisit qui il veut, hein, d'autant plus que ces personnes semblent avoir les compétences requises pour le faire. Maintenant, sur le plan local, je ne connais pas, ou du moins je n'ai pas eu accès à la liste des Ivoiriens ou de tous ceux qui ont pu postuler pour être entraîneur ou directeur technique national. Donc je ne peux pas, sur ce volet-là, je dirais, juger du choix du président. Sauf que sur le choix de Gassé, il était sorti disons, du cadre pour lequel il s'était donné un cap plutôt, excusez-moi. Il avait décidé de passer par le choix sur le dossier d'appel à candidature, mais il a reconnu après que Gassé, c'était un choix personnel, puisque Gassé n'avait pas soumis son dossier, il était allé le chercher. Là, peut-être qu'il a tiré les leçons de lui-même, son propre choix. C'est tout à son honneur. Cette fois-ci, on apprend que ce sont des personnes qui ont véritablement postulé, qui ont véritablement montré qu'elles avaient envie d'être là où elles sont aujourd'hui. Félicitations à lui. Mais je suis quand même assez triste que les choix n'aient pas été tout simplement complets, avec l'absence du nom du sélectionneur de l'équipe nationale locale. Ok. En tout cas, à la faveur de cette présentation, hein, les différents cadres techniques ont réagi pour la toute première fois depuis leur nomination. On regarde ensemble. Effectivement, donc moi je suis arrivé maintenant il y a une dizaine de jours, donc je suis vraiment dans une phase d'observation, observation à la fois sur le travail qui est effectué au sein des sélections nationales, mais je suis aussi en phase d'observation, d'écoute active aussi sur l'organisation du football sur le territoire ivoirien, à la fois le football professionnel, mais aussi le football amateur et le football des jeunes. Comme je vous l'ai dit, hein, un des grands axes importants, ça va être le développement du football des jeunes et le football féminin. Donc il est temps pour moi aussi de m'imprégner de ce qui se fait déjà, de ce qui s'est fait par le passé, mais qui se fait aujourd'hui. Donc rencontrer les clubs, c'est important pour moi. Voir un petit peu leur façon leur conception du football des jeunes et du football féminin, et de voir comment on peut ensemble, parce que la DTN, la FIF, elle a besoin des clubs, comme les clubs ont besoin de la FIF. Donc on va travailler ensemble pour développer ce secteur-là. Ouais. Donc là, on a le championnat U15 qui démarre. C'est une très bonne chose. Et puis on va déployer une stratégie, une vraie stratégie de développement pour que, en dessous des U15, à partir des U10, U11, on puisse déjà être force de proposition sur l'organisation de championnats au niveau des régions. Plutôt, nos jeunes vont commencer à jouer, pas uniquement à s'entraîner, mais à jouer des compétitions. Plutôt, ils vont acquérir de l'expérience et ça sera bénéfique pour le football ivoirien. De toute façon, le tirage au sort, il est ce qu'il est. Ensuite, il n'y a que des bonnes équipes, donc de toute façon on va affronter toutes les grosses équipes et pour aller là où on doit aller, il faut jouer contre les meilleurs. Et je crois que c'est Renat Pedros qui l'a dit. De toute façon, il faut faire ces compétitions-là pour apprendre et puis progresser. Donc le tirage, c'est une poule costaud. Je pense qu'il y a une autre poule aussi qui est aussi peut-être un peu plus difficile. C'est l'occurrence avec le Maroc, l'Égypte. Donc bref, c'est une poule qui ressemble un peu à celle du Togo, d'accord. Donc même si on rajoute le Congo. Non, c'est une poule difficile, mais on sait ce qui nous attend. En fait, mes premières impressions, c'est qu'il y a beaucoup de qualité. Il y a beaucoup de qualité. Je disais, il y a un truc qui m'a impressionné, c'est qu'en fait, on a du mal à trouver des joueurs faibles. Donc ça prouve le niveau. Donc voilà, après, il y a un travail qui doit être fait. Parce qu'en fait, on voit le talent, mais le talent, en fait, il est individuel, en fait.
Et c'est un talent, on sent que le joueur, il a une chance pour s'en sortir dans la vie. Et en fait, il voit le foot de façon, dans son espace, dans son propre environnement. Et là, la première étape qu'on essaie de faire avec le staff, c'est de connecter les joueurs en fait entre eux. Donc, c'est-à-dire que de connaître le talent de l'autre et pour pouvoir jouer ensemble. Donc c'est ça qui a été le premier état des lieux. Et honnêtement, après 2 semaines, il y a déjà beaucoup de progrès. Et il y a encore un travail qui doit être fait de détection. Donc là, on a une semaine qui va être la semaine prochaine. Il n'y aura pas l'entraînement parce que si les joueurs ils jouent beaucoup, on ne va pas les blesser. Et là, on va faire un travail de prospection aussi à continuer. Mais la première impression elle est très bonne. Chaque pays a ses qualités en fait. Le championnat marocain a ses qualités avec ses joueuses. Le championnat ivoirien a ses qualités avec ses joueuses. Nous, on a été, avec Eric, mon adjoint, agréablement surpris par la qualité de certaines équipes dans le championnat. Et encore une fois, je ne compare pas avec les meilleurs championnats européens. Je ne compare pas, voilà, parce que c'est pas comparable. Mais on est agréablement surpris par l'intensité, par la qualité technique, par l'aspect tactique de certaines équipes. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail. Mais ça c'est normal. Et c'est pour ça qu'on est là. Mais en tant que sélectionneur, on se doit, nous, de sélectionner les meilleures joueuses de ce championnat, de les faire progresser et d'apporter une plus-value avec les joueuses qui viendront de l'extérieur. Voilà. Donc, on a vu 6 ou 7 matchs déjà. On a vu des équipes parfois 2 fois pour bien se rendre compte de la qualité des joueuses. On a là, à partir de lundi, un premier rassemblement FIFA où ça va nous permettre de voir les joueuses, de les connaître, de leur exposer aussi ce qu'on veut faire, pour pouvoir aussi voir comment elles s'intègrent dans le groupe, comment elles sont au niveau de leur mentalité, et puis commencer à travailler. Ça, c'est important. Il faut commencer à travailler. Mais il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de... il n'y a pas d'arrière-pensée. Nous, on est très motivés. On est très motivés parce qu'on a un objectif qui est de se qualifier en premier lieu pour la CAN. Voilà, alors messieurs, est-ce que vous êtes rassurés par le discours tenu par chacun des cadres techniques? D'accord, Charles. Écoutez, moi j'ai l'habitude de ne pas critiquer, si vous me permettez l'expression, oui, les encadreurs ou les sélectionneurs qu'on nous envoie tout le temps. Parce que autant qu'ils ont les diplômes, ils sont certifiés, ils ont tout, cette connaissance, ce bagage-là, autant moi j'ai toujours opté pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Voilà, moi je suis pour l'ivoirisation des cadres. Ça, c'est une... Vous aurez préféré des cadres ivoiriens? Voilà, moi j'aurais préféré parce qu'aujourd'hui, que ce soit les Alain Guaméné, tous ces entraîneurs ivoiriens, comme Basile Lago, Bailly, Guillaume, Begré Lago, tout ça, ils ont le même diplôme aujourd'hui. Donc pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Maintenant, la Fédération ivoirienne de football, avec un certain le président Idriss Yassine Diallo, à qui nous avons fait confiance, à qui nous avons laissé la latitude de choisir, de par les tests de la Fédération, ces entraîneurs, nous proposent ces entraîneurs-là. Donc nous faisons confiance, nous faisons automatiquement confiance à ces entraîneurs-là. C'est au pied du mur qu'on va juger le bon maçon, comme on le dit communément. Donc moi j'attends de voir ce qu'ils vont nous proposer sur le terrain. Et puis après on fera des observations. Sinon, pour la qualité des individus, il n'y a rien à dire. Ils sont diplômés, ils ont les CV qui parlent pour eux. Lui-même Idriss l'a dit, le président Idriss l'a dit. Donc à ce niveau-là, je n'ai pas d'observation quelconque. D'accord. En tout cas, le chantier s'annonce tout de même vaste pour eux, Balo. Oui, absolument. Mais moi, je pense que sur les propos, si je me limite aux propos uniquement, je suis satisfait. Mais maintenant, il faut joindre la parole aux actes. En quoi est-ce que je suis satisfait? La dernière fois qu'on a évoqué le sujet sur le plateau, j'ai parlé d'absence de socle local. Et lorsque j'ai écouté Lounès Attab qui disait que dans sa démarche de travail, il y avait la rencontre avec l'ensemble des clubs ivoiriens pour voir quelle est leur vision du football, quelle est leur vision de la formation, afin d'aller dans ce sens-là. Ce qui veut dire que ce sont certes des étrangers, mais qui veulent
avoir une empreinte locale. Donc ça, c'est ce qui est intéressant par rapport au directeur technique national. Quant à Reynald Pedros, il a dit qu'il s'agira ici de faire progresser les joueuses au plan local et que la plus-value allait venir de l'extérieur. Donc là encore, ça me fait dire que les fonds baptismaux vont se faire avec une empreinte locale, d'où ma satisfaction. Mais maintenant, vous savez, il y a la parole, il y a ce qu'on dit, il y a les promesses et il y a l'exécution de ce qui va être, de ce qui a été dit. Donc moi, j'attends l'exécution de ce qui va être dit, mais moi, je reste dans ma logique que, effectivement, une direction technique nationale doit avoir une empreinte locale. Voilà, son appellation le dit, c'est penser le football de manière globale avec les réalités du terrain. Donc, clairement, je pense que ça va se faire dans ce sens-là. Mais maintenant, c'est clair qu'on aurait tous souhaité avoir des locaux, mais au moins, à défaut d'avoir des locaux, il faut que la politique ait une empreinte locale et ait un fondement local. En tout cas, le nouveau directeur technique, il doit mettre l'accent, Martial Gourou, il doit mettre l'accent pour un travail efficace et à long terme, vous le pensez? Bon, je pense que le rôle d'un directeur technique national, c'est d'abord de développer le football au niveau local, en s'appuyant sur la formation des formateurs, et puis surtout en misant sur la détection à travers le pays pour voir quelle est la bonne graine, tout et tout. Donc je pense qu'il y a tout un chemin qui a été tracé. Aujourd'hui, heureusement, le DTN arrive. Il va décliner son programme. Je ne vais pas le faire à sa place, mais déjà la fédération a tracé des sillons. Et au niveau des ligues régionales, il y en a 12. Ouais. Il aura un championnat U15 qui permettra de faire le football de masse, le football à la base. Donc je crois que cela va permettre aux DTN de pouvoir développer ce football-là. Et donc ceux qui sont arrivés, les techniciens, je pense que ce sont des techniciens avertis. Oui, parce que quand on prend Reynald Pedros, c'est quelqu'un qui a travaillé en Afrique. Il a travaillé avec le Maroc. Il a disputé une CAN, il a joué un mondial. Et je crois que le directeur technique national, Lounès Atab, est un homme du Sérail. Il a sa mission, il a ses compétences. C'est un expert en formation des cadres techniques. Et sa mission, c'est de mettre en place un programme national de développement du football. Donc je crois que l'un mis dans l'autre, ces gens qui ont été sélectionnés à partir d'un appel à candidature, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé les chercher, c'est eux qui ont décidé d'être candidats, et c'est à l'issue de cela que les meilleurs profils ont été choisis par une commission de sélection qui a été mise en place. Donc je pense que tout a été fait dans les règles de l'art, donc on verra bien comment ça va se passer sur le terrain. Sur le terrain. Et en plus, on parlait des 8 milliards, on a très souvent évoqué cette ristourne qui était dédiée au football de jeunes et surtout au football féminin, en entendant le directeur technique national nous dire que l'un des axes de développement du football ivoirien sera à la fois le football des jeunes et le football féminin, ce qui veut dire que là, de petit à petit, on est en train d'avoir, si vous voulez, un croquis de mise en œuvre de ces 8 milliards envoyés, sinon donnés par la Confédération africaine de football. Donc, c'est assez rassurant. D'accord. Donc, on revient donc à ces cadres techniques. Oui, Jean-Philippe, désirez ajouter quelque chose? Sur les propos qu'ils ont pu tenir, exactement, bien évidemment. Oui. Bon, je pense qu'au niveau du directeur technique national, moi j'attends de lui surtout qu'il parvienne à renforcer les capacités, comme l'a si bien dit Martial, des formateurs locaux, qu'il parvienne également à asseoir une administration avec des opérationnels véritablement outillés pour pouvoir déployer sa politique sur l'ensemble du territoire national, et puis qu'il puisse définir ou voire même consolider une identité de jeu pour toutes nos équipes, pour que après, quand ces garçons-là se retrouvent en senior, ils puissent avoir cette fluidité avec l'équipe A. Parce que dans le fonctionnement de la direction technique nationale antérieure, avant l'arrivée de Younes, la direction technique nationale avait son mot à dire sur toutes les sélections nationales, sauf l'équipe première des éléphants de Côte d'Ivoire. Et vous voyez, vous ne pouvez pas prendre des garçons, les faire progresser dans un moule, jouer suivant une certaine identité quand ils sont jeunes, et quand ils doivent monter au niveau des seniors avec la maturité, automatiquement ils subissent des changements inhérents au choix du sélectionneur qu'on va mettre à la tête, et qui n'est pas obligé de travailler au niveau de sa philosophie avec la direction technique nationale. C'est ce qui fait qu'on a une inconstance. Ça contribue à mettre, tout simplement à nous amener à avoir une inconstance en termes de bonnes prestations dans des grandes compétitions. Vous prenez l'équipe de France, vous prenez l'équipe d'Espagne, vous prenez les grandes nations qui gagnent des trophées, l'équipe d'Allemagne et autres, vous voyez typiquement que la direction technique nationale est au cœur de la stratégie de jeu de ces équipes nationales. Nous ici, on veut réinventer la roue.
on veut réinventer l'eau chaude. Alors qu'il suffit de regarder ce qui marche ailleurs et de le dupliquer. Moi, ma grosse crainte, M. Younes Attal, c'est qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a cette volonté de mettre en avant, comme l'a si bien dit Dago Charles, les cadres locaux, parce qu'on estime que 60 ans plus tard, on a quand même des cadres qui sont suffisamment outillés pour faire ce travail. Mais moi, je ne peux pas tout simplement accabler la fédération ni son président d'avoir choisi des hommes dont il estime la compétence, je dirais, assez complète pour occuper ces fonctions, parce qu'il y a des Ivoiriens qui ont assumé ce poste et qui, malheureusement, n'ont pas pu asseoir leur politique parce qu'il y avait trop de divergences de point de vue entre eux et leurs frères d'ici. Donc, si aujourd'hui on prend quelqu'un qui n'est pas d'ici, j'espère pour lui qu'il saura, avec les mots et les actes, fédérer l'ensemble des responsables du football local, surtout des techniciens, pour faire un bon travail, parce que sans eux, il est clair que sa mission va échouer. C'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui connaissent, il faut qu'ils adhèrent au projet. Et pour ça, j'espère pour lui qu'il sera très bien guidé et qu'il n'y aura pas, entre guillemets, du côté de la fédération, des mains tapis dans l'ombre pour retenir sa chemise, pour ne pas qu'il aille voir un X ou un Y, parce que il y aurait tel problème avec ce dernier. Il faut vraiment laisser le monsieur déployer sa politique et il faut surtout aux formateurs locaux de participer à cette politique-là pour enfin permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir une DTN qui fonctionne. Très bien, on va terminer avec le focus. Martial, désire ajouter quelque chose? Non, mais en fait, pour parler de l'identité de jeu dont tu parlais, le président avait déjà confié cette mission au sélectionneur national A, qui devait superviser toutes les autres sélections. C'était surtout pour implanter une identité de jeu aux différentes équipes de Côte d'Ivoire. C'est le travail de la DTN, Martial. La réponse est donc donnée. Allez, on termine donc avec le focus de ce soir. Messieurs, s'il vous plaît, si vous permettez, on marque une petite pause. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. On aura les cartons de la semaine. On aura aussi l'actu avec la question LGT, UEFA Champions League, City, Real. Le ballon d'or se joue-t-il pour Mbappé et Haaland? C'est tout de suite. Allez, à tout à l'heure. De retour sur le plateau de la Grande Team, nous passons à présent au carton de la semaine. On y va. Alors, chaque membre de la team choisit donc de commenter un fait de l'actualité sportive. Et bien sûr, il attribue un carton selon son appréciation. Carton vert, satisfaction. Carton jaune, avertissement. Et carton rouge, sanction. Ballot, votre carton, s'il vous plaît. Oui. Pour une fois, je quitte la couleur de la forêt pour le jaune. Il y a souvent attribué du vert sur ce plateau. Donc, cette fois-ci, c'est du jaune pour avertir l'équipe de Manchester City qui est inquiétante à tout point de vue, inquiétante quand on voit les choix de son entraîneur, inquiétante surtout dans sa faculté mentale. Parce que très souvent, c'est une équipe qui a mené au score dans cette Ligue des Champions face au Feyenoord Rotterdam où le Feyenoord est revenu à 3 buts partout. Face au Real Madrid, ils menaient 2-1 et ils se font reprendre et ils s'inclinent 3-2. Et ça rend compte d'une frilosité mentale et psychologique qui fait dire qu'on doit leur attribuer un carton jaune au risque de terminer la saison avec un résultat très négatif, soit non seulement une élimination en Ligue des Champions, voire aussi une rétrogradation peut-être en milieu de tableau en Première Ligue, ce qui serait un séisme du côté de City. Donc carton jaune pour ce qui se passe à Manchester City. On espère les voir rebondir pour le plaisir des amateurs de foot et pour le suspense aussi dans les différentes compétitions. D'accord, carton jaune donc pour Ballot. Et le carton de Dago Charles? Ah ouais, non, j'ai oublié. J'ai failli te donner un carton rouge à toi. Hein. Non, mais vous êtes sérieux. Si je prends un carton rouge, tout le monde prend un carton rouge sur ce plateau. Ah bon, il devient collectif? D'accord. Non, moi, mon carton, il est vert. Il est vert à l'endroit, non seulement de la Fédération Ivoirienne de football, pour tout ce qu'elle a apporté comme joueur à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, à toute la nation, mais c'est surtout à Kalou Bonaventure et au président du stade d'Abidjan, Sidibé Souleymane. Le président du stade d'Abidjan, Sidibé Souleymane, qui depuis sa prise de pouvoir, du côté du stade d'Abidjan, a fait en sorte que ce club-là redevienne le club qu'il a été dans les années 60, dans les années 90, lorsque nous étions au stade d'Abidjan. Et donc, je voudrais vraiment lui dire merci à travers ce carton vert-là, au travers de la fédération qui lui a témoigné cette reconnaissance-là, selon l'État de Côte d'Ivoire, pour lui dire vraiment merci pour tout ce qu'il a apporté à ce club-là qui lui est cher. Et j'espère que
le bon Dieu va faire en sorte qu'il perdure à la tête du Stade d'Abidjan, qu'il lui apporte tout ce dont on a besoin pour que le Stade d'Abidjan retrouve vraiment voilà, tout son allant qu'on lui connaît, parce que c'est le premier club à gagner la Ligue des Champions voilà, africain. Et donc, franchement, merci au président Sidibé Suleiman pour tout ce qu'il apporte au Stade d'Abidjan. Voilà un peu ce que je voulais... D'accord, vous lui donnez donc un carton à toi, vert. personnellement, je voulais t'apporter un carton rouge, mais c'est pas bien grave. Vous le faites ou vous ne le faites pas? Comme j'ai droit à un seul carton, selon le Red Chef. Okay. C'est mieux. Mais Marie-Christine, il est surtout très subtil. Hein. Il a donné un carton vert, il dit qu'il allait vous donner un carton rouge. Ça veut dire quelque chose. Vert rouge. Oh, Ballot, tu es un géant. Ah, je comprends mieux. D'accord. Marie-Christine, je voudrais qu'ils choisissent entre le stade, il est Africa ou les stadistes? Qu'ils nous le disent. Ah, franchement, bon, il était stadiste, non, apparemment. Je supporte le Stade d'Abidjan. Tu vois. Oui. Je supporte le Stade d'Abidjan. Oui. Parce que supporter, c'est un choix. Oui. Mais je n'ai pas choisi d'être Africa Sport. Mais vous êtes Je suis né à Africa Sport. Dans mon village, il n'y a aucun supporter d'une autre équipe que l'Africa Sport. Très bien. Bon, voilà. Vous prenez un carton jaune. Ouais, c'est ça. Voilà. J'aurais voulu vous donner un carton noir, mais ça n'hésite pas. Du jaune et noir. Merci. Voilà. Allez, Martial, on vous écoute. Bon, Marie-Christine, Oui, nous allons attribuer un carton vert à Élisée Ira Tapé pour ses performances exceptionnelles en Première Soccer League en Afrique du Sud. Oui, en effet, le gardien de but international ivoirien se met en évidence dans le championnat sud-africain. Et vous allez voir, ces statistiques sont très impressionnantes. En 14 matchs de championnat, il a réalisé 6 clean sheets, dont 4 de suite, les 2, 5, 8 et 11 février 2025. Et son dernier clean sheet a été affiché samedi dernier face au Mamelodi Sundowns. Ce n'est pas tout, Marie-Christine. Pour montrer que le gardien de but ivoirien est en excellente forme. Ouais. À l'occasion de ce match face à Mamelodi, il a été élu homme du match. Oui, son club a gagné Mamelodi Sundowns 1-0. Par ailleurs, il a tapé est actuellement le deuxième meilleur gardien de but du championnat sud-africain, avec 9 buts encaissés en 14 matchs. Il est derrière le portier numéro 1 de la sélection sud-africaine, Rowan Williams. Oui, ce dernier a encaissé 5 buts en 11 matchs. Donc, l'équipe de Ira Tapé occupe actuellement la 4e place du championnat, oui, après 17 journées. Donc, je crois que ce garçon est actuellement en pleine forme. Et donc, vraiment, c'est une bonne nouvelle pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Les éléphants de Côte d'Ivoire, et vous donnez donc un carton vert à Ira Tapé. Voilà. Allez, le carton de Jean-Philippe. Mais il faut rééquilibrer tout à l'heure le carton jaune de Ballot qui est sorti de la forêt. Je vais essayer de l'y ramener un peu avec le carton vert. On repart dans la forêt. D'accord. Voilà, on retourne dans la forêt. Carton vert adressé au Real Madrid, surtout pour sa performance à l'Etihad Stadium face à l'équipe de Manchester City. Bon, c'est pas étonnant, venant de toi. Mais bien évidemment, bien évidemment. Vous savez, sur cette rencontre, même personnellement, je ne voyais pas le Real s'imposer, puisque le Real n'avait jamais fait, surtout sous l'ère Pep Guardiola, s'imposer du côté de l'Etihad Stadium. Et le Real Madrid s'y est déplacé quand même avec une équipe décimée. Le Real n'avait qu'un seul défenseur de métier, entre guillemets. Mendy était pratiquement, le latéral gauche est pratiquement sortant parce qu'il a accumulé assez de blessures cette saison. Donc c'est le jeune Raúl Asensio qui a juste 22 ans, qui a dû endosser la tunique de patron de cette défense à côté de Tchouaméni, de Valverde et donc de Mendy. Et cette équipe a réussi l'exploit de faire une remontada du côté de l'Etihad Stadium. Elle était menée jusqu'à la 92e minute 2-1. On voyait les supporters de City exulter. Et finalement, elle a renversé la vapeur à la 93e minute par une réalisation de Jude Bellingham. Ça traduit le fort caractère de cette équipe du Real Madrid. Et je me rappelle les propos de Kylian Mbappé lorsqu'il était au creux de la vague. Il disait au Real Madrid, la saison commençait à partir de février. Est-ce le déclic? On en saura plus la semaine prochaine. Mais sur cette rencontre, je pense que les garçons ont montré le caractère qui était attendu d'eux, de tous ceux qui portent cette camiseta blanche, cette chemise du Real. Oui. Et comme on le dit du côté de Madrid, cette chemise peut être tachée. Qu'est-ce que tu as touché ta chemise? Et de sang. Mais jamais de... Non, pas de la chemise, touche sa chemise alors qu'elle n'est pas blanche. Mais jamais de honte. Et donc voilà, à la Madrid,
Il n'a la masse. Elle peut être tachée du chiffre 5, par contre. Qu'est-ce qu'il a touché sa chemise? Écoutez, mon cher Balo, Oui. on ne parle pas d'épiphénomène, on parle de la grandeur d'un club. Eh ben, ça dis se donc. traduit dans son histoire. Bon, d'accord. Bon, Merci. on a eu donc le carton de Jean-Philippe et vous pouvez toucher votre chemise, non de plaisir, à Dago Charles. Allez, l'actu, c'est maintenant. On y va, l'actu. Nous sommes en direct sur la 3, vous le savez très bien, et on ouvre le téléphone, bien sûr, pour que vous puissiez participer à l'émission, le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3, ou bien vous avez toujours la page Facebook de la 3 aussi disponible. Pour vous, UEFA Champions League, City, Real, le Ballon d'Or se joue-t-il pour Mbappé et Haaland? C'est donc la question LGT de ce soir. Dans une saison 2024-2025 marquée par l'absence de la Coupe du Monde et des coupes continentales, les performances individuelles et les résultats collectifs en club auront une importance cruciale dans la course au Ballon d'Or. Pour Kylian Mbappé et Erling Haaland, cette ambition se joue-t-elle déjà au résultat du barrage de la Ligue des Champions opposant le Real Madrid et Manchester City? Ce sujet de la rédaction nous donne les premiers éléments d'appréciation. Voilà, et pour mieux mener notre discussion, je vous propose déjà de voir les performances de Kylian Mbappé et Erling Haaland en club cette saison. Oui, tout en précisant que Kylian Mbappé, sur 36 matchs, a eu enregistré 34 titularisations, 2679 minutes disputées pour 24 buts, 4 passes décisives, 3 cartons jaunes, 0 carton rouge. Et cette saison, il a remporté donc la Supercoupe d'Europe, qui est la Supercoupe de l'UEFA, vainqueur de la Coupe intercontinentale, tout en précisant qu'il est français, il est attaquant du Real et qu'il est né le 20 décembre 1998. Voilà. Ensuite, pour préciser que la saison d'Erling Haaland avait mal commencé avec son club, Erling Braut Haaland, 21 juillet 2000 à Leeds en Angleterre, il est norvégien de nationalité, attaquant, et sur 34 matchs, il enregistre 34 titularisations, ce qui fait de lui un titulaire indiscutable. Temps de jeu 3019 minutes pour 27 buts, 2 passes, 2 cartons jaunes, 0 carton rouge et vainqueur du Community Shield. Alors, le Ballon d'Or se joue-t-il pour Haaland et Mbappé au résultat du barrage de la Ligue des Champions opposant Manchester City et le Real Madrid? Messieurs, à vos panonceaux, s'il vous plaît, un oui ou un non. Et bien sûr, après, vous pourrez argumenter. C'est donc un non pour tout le monde sur le plateau. Très bien. Jean-Philippe, vous ne voulez pas changer? Non, je ne change pas. D'accord, OK. Donc, c'est un non. C'est un non pour tout le monde sur le plateau. Dago Charles, oui, on vous laisse argumenter. Non, parce que cette désignation-là démarre depuis le mois d'octobre, si on peut le dire, depuis novembre pratiquement, jusqu'au 15 ou 20 septembre 2025 prochain. Ouais. Donc, on a encore suffisamment de temps pour apprécier qui pourrait être le Ballon d'Or. Mais je pense que ça ne devrait pas normalement se limiter à ces deux géants de buts. Sinon, si on doit les prendre tous les deux à compter de ce soir, pour ma part, c'est Erling Haaland, parce que 34 matchs, 34 titularisations, pour 24 buts, c'est beaucoup plus conséquent que Kylian Mbappé, qui n'est pas aussi conséquent que Haaland au niveau de la titularisation du côté du Real Madrid. Mais il faudra compter, à mon sens, avec des garçons comme Lewandowski, du côté du Barça, qui a de très belles performances aussi, à mon sens. Et puis Mohamed Salah, qui a aussi de très belles performances du côté de Liverpool. Parce que tout va se jouer, parce que nous n'est pas dans une année Coupe du Monde ou Coupe d'Europe, tout va se jouer au niveau de la Ligue des Champions. Alors que Liverpool est vraiment une superbe équipe. Donc il va falloir compter avec Liverpool, à mon sens, et puis le Barça et Lewandowski. Donc ce sont les quatre là, à mon sens, qui peuvent compétir, qui peuvent prétendre au Ballon d'Or cette saison. Et pas seulement Kylian Mbappé et Erling Haaland. D'accord. En tout cas, notez, messieurs, qu'on reviendra sur le cas Mohamed Salah et sur Liverpool. Donc, le Ballon d'Or se joue-t-il pour Haaland et Mbappé au résultat du barrage de la Ligue des Champions opposant Manchester City et le Real Madrid? C'est donc un non pour Ballot et on écoute vos arguments. Non, parce que ce qui se joue, c'est juste une qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions. Parce que pour que le Ballon d'Or se joue, il faut qu'il soit en avance. Il faut qu'ils aient une longueur d'avance
par rapport à de potentiels concurrents. Alors qu'en l'occurrence, ils ont, pour moi, un retard par rapport à de potentiels concurrents, notamment Mohamed Salah, qui, sur l'aspect de la régularité, quand on enregistre les résultats de son club Liverpool et ses performances individuelles, pour moi, est en avance par rapport à ces deux joueurs qui sont dans des équipes qui ont, en termes de constance et de régularité, qui évoluent dans des équipes qui sont en dents de scie. Le Real Madrid avait commencé une saison qui finalement est en train de se dérouler en dents de scie avec de bons résultats tantôt, avec des résultats en tout cas peu réluisants, et en plus dans le jeu ils sont moins impressionnants que les Reds de Liverpool. Pour ce qui est d'Erling Haaland, clairement Manchester City est en crise. Certes, ses stats sont acceptables pour ce qu'on a vu, mais pour le fonctionnement collectif de son équipe, eh bien ça laisse à désirer. Alors qu'il faut savoir que pour le Ballon d'Or, pour être désigné Ballon d'Or, il faut, en plus des performances individuelles, que votre équipe ait remporté en tout cas des trophées importants. Et en l'état actuel des choses, City et le Real Madrid sont loin d'être des favoris dans la victoire finale pour la Ligue des Champions, même si on attendra de voir ce qui va se passer. Très bien, nous avons un appelant, M. Nguessan Daniel, il nous appelle de Gagnoa. Bonsoir, M. Nguessan. Ah, nous l'avons perdu. Vous pouvez nous rappeler au 27 21 59 93 99. C'est donc aussi un non à la question LGT pour Martial Gourou, et on écoute vos arguments, s'il vous plaît. Comme on l'a déjà dit sur ce plateau, le vainqueur du prochain Ballon d'Or sera choisi sur la base des performances en club. Parce qu'on n'est pas dans une année de mondial ou d'euro. Donc ça, c'est déjà ce qu'il faut marquer. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que c'est sur la base des performances qu'on choisit le Ballon d'Or. Pour l'instant, c'est vrai que la saison 2024-2025 entre dans sa phase décisive, mais pour l'instant, je crois que Haaland et Mbappé, d'abord, jouent dans des clubs qui sont en difficulté, parce que ces deux clubs se croisent pour avoir une place en huitième de finale de la Ligue des Champions, avec un match de barrage. Donc, ça veut dire que quelque part, ces clubs-là... Maintenant, concernant Mbappé, il faudra que le Real, son club, vraiment garde son bien, qui est la Ligue des Champions. Maintenant, pour ce qui est Haaland, je pense qu'il a son club qui connaît quelques difficultés, c'est vrai. C'est un garçon qui marque beaucoup de buts. Mais je crois qu'il est un peu trop tôt, maintenant, de dire qui sera entre les deux, qui sera le prochain vainqueur du Ballon d'Or. Parce que, vous voyez, en France, il y a Ousmane Dembélé qui brille avec le PSG. Est-ce qu'on peut dire en ce moment qu'il est le favori du prochain Ballon d'Or? Je dis qu'il faut attendre de voir. Parce que c'est au bout de compétition qu'on saura celui qui a le mieux fait. Donc c'est un peu trop tôt. Mbappé et Haaland sont au barrage. Donc je crois pour moi que non, pour l'instant, ils ne jouent pas le Ballon d'Or. Donc il faut attendre le verdict final. Et puis pour l'instant, il y a Mohamed Salah, pour moi, qui est en tête des prévisions. Voilà, en tête des prévisions. Pour vous, voilà. D'accord. Jean-Philippe, oui, on vous écoute. Moi, je pense que le Ballon d'Or, déjà que je n'avais plus trop envie de parler de cette récompense à cause de ce que j'estime être le scandale de l'année dernière. Très bien. Jean-Philippe, juste une seconde, juste l'appelant. Merci beaucoup. Nous avons M. Perico de Yakassé Féassé. Bonsoir, M. Perico. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Voilà, on vous écoute. Alors, le Ballon d'Or se joue-t-il pour Mbappé et Haaland? Bonsoir d'abord à Dago. Bonsoir. C'est mon seul frère qui est là-bas, vive la Merci, merci. Sinon, Ori est là aussi. Monsieur Perico. Sinon, Ori est là. C'est Massa Gourou qui n'est pas là aujourd'hui. C'est vrai que vous saluez tout le monde. Voilà, vous saluez tout le monde. D'accord, je salue tout le monde. Voilà. Allez, on vous écoute. Non, mais Marie-Christelle, je pense que vous avez déjà tout à fait tout dit. Mais bon, tout le problème des ballons d'or là, vous savez, c'est tellement problématique. Oui. Nous autres là, c'est tout ce qu'on va dire là, je ne sais pas où ça va aller. Hein. À chaque fois, on dit voilà, ballon d'or, après ça se trouve, ça dit que c'est, je sais pas si c'est un lobby. Est-ce que ballon d'or, mais encore un jour là, c'est vraiment sur le terrain. C'est vraiment sur le terrain. Ça, c'est, je sais qu'il y a des grandes films, je ne sais pas, parce que vraiment, hein, avant qu'il y ait des ballons qu'ils ont donné là, vous avez dit, on ne vole pas alors. Ceux qui ont pris là, tu as vu, à ce moment, ils ont tous les problèmes.
Donc, bon. Donc, vraiment, mais votre avis compte quand même, M. Perico. Voilà. Donc, Mbappé Haaland, oui. Non, c'est Mbappé. C'est Mbappé. Haaland, c'est vrai. Mais moi, je pense que c'est Mbappé. C'est vrai, tout à l'heure, on dit qu'il a 34 matchs, 34 situations, mais ça ne suffit pas. Pas tout à l'heure, c'est que Martial a dit tout à l'heure, là. Oui. Il dit le petit, il a joué 14 matchs, il a pris 9 buts. L'autre a joué 11 matchs, il a pris, je crois, 7 buts. Mais quand on veut regarder ça normalement, lui qui a joué 14, qui a pris 9, il doit être au-dessus de celui qui a joué 11, qui a pris 7. Bon, donc, tout ça, ce sont des calculs. Mais moi, je pense que c'est Mbappé qui va prendre le ballon d'or maintenant. Il a trop fait. Coupe du monde l'année dernière, il a failli prendre 3e fois. Donc, il a trop fait. D'accord, M. Perico. On a bien compris. Merci beaucoup pour votre participation, M. Perico, qui nous appelait donc de Yakassé Feyacé. Voilà, Jean-Philippe, oui, vos arguments, s'il vous plaît. Mais je le disais déjà, c'est une distinction aujourd'hui, comme l'a si bien dit M. Perico, dont on a du mal à avoir une visibilité sur le choix des votants et sur le vainqueur final. Mais si on veut rester objectif, je pense que au-delà du ballon d'or, toutes les distinctions individuelles doivent essayer de récompenser la régularité dans les performances. Et aujourd'hui, quand on parle de régularité dans les performances, on parle d'un joueur qui a commencé la saison et qui, dès l'entame de cette saison, montre de très belles choses. Mohamed Salah est forcément favori au niveau de ce ballon d'or. Et Martial a dit également, cette année, on aura 3 compétitions majeures qui vont nous permettre de pouvoir définir le ballon d'or. Il y a d'abord les compétitions domestiques avec le championnat local. Et puis par la suite, il y aura la Ligue des champions du côté de l'Europe. Et il ne faudrait pas oublier un grand événement qui va être organisé par la FIFA cette année, qui est la Coupe du monde des clubs. Je pense que c'est un élément également qui va compter au niveau du choix du ballon d'or. Et pour l'instant, les principaux athlètes que l'on met en avant pour, pourquoi pas, récupérer ce ballon d'or seront tous présents. On leur souhaite de l'aide, bien évidemment, sauf cas de blessure, seront tous présents à cette Coupe du Monde organisée par la FIFA, qui pourrait être l'élément qui va les départager. Donc, il ne faudrait pas qu'on s'attende à ce que peut-être celui qui arrive le plus loin en Champions League commence à jubiler en se disant qu'il va recevoir ce trophée. Je pense que Vinicius Junior et Bellingham l'ont vu l'année dernière. Il va falloir attendre jusqu'au bout, d'ici juin-juillet, à l'issue de cette grande compétition, pour avoir le nom de ce lauréat. Donc c'est à Mohamed Salah également de poursuivre le travail qu'il a entamé depuis le début de la saison. Et puis je pense que jusqu'à cette grande compétition, d'autres joueurs vont forcément pointer le bout de leur nez, parce que des performances, il y en a énormément depuis l'entame de cette saison. D'accord. Oui, en fait, ce que je voulais compléter, c'est que comme ce ballon d'or n'aura pas lieu dans une année Coupe du Monde ou bien Euro, ça va permettre à tous les joueurs qui avaient des problèmes avec leur nation, parce qu'il y a des joueurs qui sont grands, comme Haaland, mais qui n'a pas une grande nation de football. Mais maintenant, comme c'est uniquement les performances des clubs, ça va donner les chances à tout le monde. Donc, il peut y avoir des joueurs pas trop connus qui peuvent sortir du lot et puis gagner ce ballon d'or. D'accord. En tout cas, sur la valeur intrinsèque des deux joueurs, les deux joueurs au cœur du débat ce soir, c'est-à-dire Mbappé et Haaland, Thierry Henry, légende des Bleus, champion du monde 1998, a donné son avis et voici sa déclaration. Oui, donc qui je préfère avoir dans mon équipe? Point d'interrogation. Mbappé, tous les jours parce qu'il offre plus d'options. Kylian, pour moi, a plus de talent. Laissez-moi vous poser une question. Que préfériez-vous? Avoir du marquage? Qui préférez-vous, voilà, qui préférez-vous avoir au marquage? Ce ne sont peut-être pas les deux meilleurs du monde, mais ils sont au top. Voilà, d'accord avec lui ou pas, Dago Charles? Moi, non. Non, pas d'accord avec lui. Pas du tout. Moi, en qualité d'avant-centre. Non, pas du tout. C'est une posture patriotique. Moi, je suis d'accord avec lui. Au-delà de la posture patriotique, je pense que Kylian Mbappé, qu'on le veuille ou non. Ah ouais, non, on ne veut pas. Il ne faut pas dire qu'on le veuille ou non. Non, mais il faut le dire clairement. On parle de valeur expressée. C'est moi qui avais la parole. C'est à moi de répondre. C'est vrai, Jean-Philippe, c'est le terme. C'est très important. Parce que je vais rebondir sur voilà. Assez rapidement, d'ailleurs. Vous avez la parole. Je disais que moi, j'admets cela à Thierry Henry, parce que non seulement il est français, et c'est normal qu'il soutienne un footballeur français. Ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, quand on prend la valeur intrinsèque des deux joueurs en tant qu'en qualité d'avant-centre, Haaland est beaucoup plus sur l'avant-centre, beaucoup plus confirmé que Kylian Mbappé.
Voilà. Donc aujourd'hui, quand on me dit que Kylian Mbappé est mieux qu'Erling Haaland, je dis non. Je dis non. En qualité intrinsèque, valeur intrinsèque, Erling Haaland est 2 fois plus fort que Kylian Mbappé. Ça, c'est une réalité. D'accord. Bon, Jean-Philippe a donc rebondi maintenant. Donc, oui, vous voyez, c'est ça le problème dans l'analyse. Haaland, depuis qu'il a commencé à jouer au football, a toujours été un attaquant axial. Tout à fait. Il a grandi dans ce registre. Kylian Mbappé a commencé comme ailier. Comme ailier à 19 ans, il a emmené la France à remporter une Coupe du Monde en Russie. Mais c'est ce que Marshall Non, disait. s'il vous plaît. Sa nation n'a jamais été la nation. S'il vous plaît. Finalement, c'est de ça que vous allez parler. S'il vous plaît. Allez-y. On ne peut pas dire que la Norvège n'est pas une grande nation de football. D'accord, Charles, vous allez prendre avant le carton jaune. l'arrivée de la Hollande, la Norvège a Et vous allez quitter le plateau. La Norvège a connu de bons joueurs, où le mondial même se jouait avec 24 nations. Avant de passer à 32, la Norvège jouait la Coupe du Monde. Ça dit où c'était compliqué d'y aller, elle y allait. Aujourd'hui, avec des garçons comme Haaland, avec le meneur de jeu Odegaard comment on appelle, d'Arsenal, et plein de bons joueurs de ce pays, où aujourd'hui, il y a plus de nations qui participent aux compétitions, la Norvège n'y arrive pas. Ça veut dire que le garçon lui-même, peut-être que sur le plan international, on doit commencer à se poser des questions sur ses qualités. Sinon, avant lui, avec des garçons comme John Carew, la Norvège partait en Coupe du Monde. Donc, on ne peut pas me dire que la Norvège est une petite nation de football. Ça, il faut rectifier ça. Maintenant, je termine sur, comment on appelle, la comparaison des deux joueurs. Je suis désolé. Kylian Mbappé offre plus de palettes. Il est plus technique, il est plus rapide. Le seul élément qui le différencie d'Haaland, c'est la taille et la puissance. Haaland est juste bon, comment on appelle, sur les duels aériens. Mais on le voit dans les duels, quand il est face à un garçon comme Rudiger, il a marqué ses 2 premiers buts contre le Real parce que Rudiger n'y était pas. Il ne peut pas. Ce n'est pas un garçon qui est, je dirais, qui peut à lui seul vous faire gagner un match si derrière il n'a pas de bon milieu de terrain. En Dortmund, il a performé parce qu'il y avait des garçons comme Reus, il y avait beaucoup de bons milieux derrière lui. Et il vient à City dans une équipe avec des Bruyne et autres, avec beaucoup de bons passeurs, donc il peut s'exprimer. Moi, je dis, et je le redis, Kylian Mbappé, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est minimum top 3 des meilleurs joueurs du monde. Parce que Kylian Mbappé fait partie de cette génération qui allait tutoyer des garçons comme Neymar, des garçons comme il s'appelle, Lionel Messi, des hommes comme Cristiano Ronaldo. On n'a jamais mis Haaland dans cette classe de joueurs pour qu'aujourd'hui on vienne nous dire que Haaland est meilleur que Kylian Mbappé. Je suis désolé. En tout cas, c'est l'avis de Jean-Philippe. On respecte votre avis, Jean-Philippe. Oui, moi, j'aimerais rebondir, dire qu'effectivement, les propos de Thierry Henry sont très subjectifs. Parce que quand il nous dit que Mbappé offre plus d'options, c'est totalement faux. Qu'est-ce qu'il appelle plus d'options? Ce n'est pas le fait d'être ailier et de se transformer en neuf qui nous amène à se limiter au fait que Kylian Mbappé apporte plus d'options. En quoi est-ce que Erling Haaland apporte plus d'options? En plus d'être efficace, il peut jouer en fixation, ce qui n'est pas le cas de Kylian Mbappé. Erling Haaland, en plus de marquer les buts, peut jouer en fixation, peut jouer dos au but, a une qualité dans le duel aérien, et il faut savoir qu'il a été transformé dans sa manière de jouer, parce qu'au Borussia Dortmund, Erling Haaland était un joueur très vif. Si vous voyez les vidéos du Borussia Dortmund, Erling Haaland était un joueur vif qui a de la vivacité et qui a une force de frappe très impressionnante, qui a une qualité de frappe aux abords de la surface de réparation très intéressante. Donc, de la même manière que Kylian Mbappé a su se réadapter au poste de neuf, c'est de la même manière que Erling Haaland a su se fondre dans le nouveau système de jeu de Pep Guardiola qui faisait de lui un attaquant statique, immobile, pour se mettre au service du collectif dans le but d'allonger le jeu de Manchester City. Donc, sur le fait de plus d'options, c'est totalement faux. Et en plus, lorsqu'il pose la question de qui préférez-vous au marquage, là, c'est relatif. C'est une question très relative. Parce que moi, je peux estimer qu'avoir Erling Haaland au marquage, c'est quelque chose de très difficile. Dans la mesure où, dans le duel physique, il pourra m'écraser. Dans la mesure où, dans ses déplacements, c'est quelqu'un de très intelligent. Il offre encore une option incroyable dans la profondeur. Donc, pour dire que techniquement, footballistiquement parlant, ce que Thierry Henry a dit est subjectif, clairement. Ok, d'accord. Nous avons un appelant. Monsieur Ngoran, il nous appelle de Yopougon. Bonsoir, monsieur Ngoran. Oui, bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Voilà. Bonsoir à vos chroniqueurs et à vos journalistes. Bonsoir, monsieur. Oui, vraiment très, très heureux de passer dans votre émission. Nous aussi, on est très heureux de vous recevoir sur ce plateau, monsieur Ngoran. Oui, mais je veux qu'on revienne à la question. On débat sur quoi? Sur les propos de Thierry Henry ou sur... Non, vous ne débattez pas sur les propos de Thierry Henry. Je vous redonne la question LGT. Le ballon d'or se joue-t-il pour Mbappé et Haaland, City Real?
comprendre de près. Moi, je pense qu'au niveau du sujet, il faut se situer un peu le sujet. Je ne sais pas si entre les deux, il y a un qui serait écarté s'il perd. Bien sûr, bien sûr. Dans ces huitièmes de finale. Non, c'est les 16e de finale, je pense. Les barrages, oui. Ouais. Oui, les barrages. Je pense qu'il y a un qui serait écarté. Ça déjà, il faut le reconnaître. Parce que là, il y va dans la Ligue des Champions qui est le plus grand championnat. Maintenant, en ce qui concerne le ballon d'or en lui-même, bon, je pense que ça serait un peu difficile parce que en ce moment, il y a, comme les autres l'ont dit, il y a Mohamed Salah qui est très en forme. C'est vrai que je ne peux pas le passer, mais il y a le petit aussi qui est très bon. Comment il s'appelle Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal qui a fait une très bonne saison. Sincèrement, moi je suis supporter Barça et du Real, mais je suis Yamal aussi qui est très bon. Et aussi, il faut reconnaître aussi que Vinicius aussi est un peu revenu en de bonne forme. Et il y a Bellingham aussi qui est là. Donc, ça serait un peu compliqué pour Mbappé, mais je pense que si l'un des deux perd, je pense pas qu'il pourra suivre la cadence en ce qui concerne la suite du meilleur joueur. Mais il faut reconnaître aussi que Mohamed Salah est bien parti, comme les autres l'ont dit. Il y a, cette année, il n'y a pas de Coupe du Monde, il n'y a pas de... Mais comme on ne sait jamais avec la FIFA et avec l'UEFA comment les ballons d'or se déroulent, vraiment, on a du mal à pousser. Sinon, si on veut être droit, vraiment, j'espère que ces années seront droits. Parce que eux aussi, c'est leur quand ils sont contents. Ils seront droits, monsieur Ngouran. Merci. Merci beaucoup, monsieur Ngouran. Merci, bonsoir. Merci beaucoup. Bon, on l'a perdu, mais merci beaucoup, monsieur Ngouran, pour votre participation à l'émission. Merci à tous, vous qui suivez la grande team chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Oui, Martial Gourou. En fait, ce que moi je voulais dire, je veux dire que pour l'instant, en ce moment de la saison, il y a un joueur qui se détache. C'est Mohamed Salah. Il joue à Liverpool. Liverpool domine la Première Ligue. Mohamed Salah, finalement, c'est le grand favori, en fait, bien sûr. Saison. Liverpool domine la Première Ligue et Liverpool domine aussi la Ligue des Champions. Donc, il a vraiment des statistiques assez extraordinaires. Donc, il a une longueur d'avance sur Mbappé et Haaland. Mais l'absence, Martial, l'absence de Liverpool, justement, à la Coupe du Monde, est-ce que ce n'est pas un handicap? Qui a dit qu'ils sont ensemble? Attention. Liverpool? D'accord, ok, allez-y. Donc, ce que je veux dire à ce niveau, maintenant, concernant Mbappé, il faut dire qu'après Mohamed Salah, je vois Mbappé derrière. Oui, c'est un client très sérieux. Mais bon, comme je le disais tantôt, il faut que le Real conserve son bien, la Ligue des Champions, pour que Mbappé, véritablement, puisse être considéré comme le futur Ballon d'Or. Maintenant, Haaland, je pense que c'est quelqu'un qui, pour moi, est un outsider. Oui, il peut sortir, il peut remporter ce prix, mais pour le moment, je pense qu'il vient derrière Mbappé. Merci. Non, j'aimerais revenir à cette question. L'absence de Liverpool à la Coupe du Monde des clubs. Jean-Philippe. Ben, s'ils sont absents à la Coupe du Monde, bon, je vais regarder la liste des équipes. Ils sont pas absents. Non, je vais regarder la liste des équipes qualifiées. Il va regarder pour voir, mais sinon, parce que ça m'étonne qu'ils soient mentionnés absents à cette prochaine Coupe du Monde qui va quand même regrouper, je crois, 32 clubs. Ben, s'ils sont absents, je pense que Mohamed Salah... Est-ce que ça ne sera pas justement un handicap mais bien évidemment, Salah? ça va être un handicap pour Mohamed Salah. Voilà. Ça, il faut le dire clairement. Oui, mais de toute façon, on verra dans les différents... parce que la Coupe du Monde des clubs, c'est une question de FIFA. Le Ballon d'Or, c'est France Football. Et France Football a ses propres critères. Non, je viens. France Football a ses propres critères. Mais bien sûr. Ils ne sont pas les critères de la FIFA. Voilà. En fait, la question que nous avons, que Marie-Christine, que tu as posée tout à l'heure, c'est la question relative au propos de Thierry Henry. Oui, bien voilà. Sûr. Mais on va avancer par rapport à Thierry Henry. C'est pour ça que nous disons on a déjà eu un garçon qui est Mbappé, il est petit de talent, certes, mais ce n'est pas un footballeur complet. Non, c'est pas un footballeur. Non, on va terminer avec cette parenthèse par rapport à Thierry Henry, s'il vous plaît. On a Hervé Penaud, journaliste au quotidien sportif français, l'équipe qui a bien voulu aussi nous donner son point de vue sur notre sujet du jour. On l'écoute. Bonjour à tous les amis, un plaisir d'être avec vous ce soir. Alors voilà, on va parler du Ballon d'Or évidemment. Et alors faut bien comprendre qu'au départ il y a 3 critères. Alors je vais les dire exactement pour pas me tromper. Le premier critère,
c'est les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant au moment des votes. Deuxième, l'aspect collectif et les trophées remportés. Enfin, la classe et le fair play, ce qui a pu jouer d'ailleurs en la défaveur de Vinicius Junior l'année dernière. Donc aujourd'hui, à ce stade de la compétition, on se rend bien compte que tout est incertain et qu'entre Haaland et Mbappé, eh ben, il y a un vrai duel. Pourquoi? Parce que déjà, les joueurs se rencontrent en 16e de finale de la Ligue des Champions, enfin en match de play-off, de barrage, vous les appelez comme vous voulez, et ça veut dire que l'un des deux sera éliminé. Et, comme il y aura un critère de performance, évidemment, par exemple, qu'un Haaland éliminé avec son équipe, ben, n'a quasiment plus aucune chance d'être Ballon d'Or, puisqu'on voit déjà qu'en championnat d'Angleterre, il est largué totalement, et donc en Coupe d'Europe, s'il n'est plus là, c'est terminé. Et ben, c'est un peu la même chose pour Mbappé. Mbappé aura la possibilité d'être champion d'Espagne, ce qui peut lui donner un petit plus. Évidemment, en plus, il est très impactant dans la rétine des suiveurs du football. Tout de suite, on voit facilement ce qu'il fait. On se rend compte aujourd'hui dans la Liga où il est devenu un joueur qui marque but sur but. Donc, entre les deux, ce match-là, ce 16e de finale, le barrage, sera décisif, évidemment, le retour. Et puis, d'un côté, un joueur a mis 2 buts, de l'autre 1, mais c'est pas très grave. Ce qui va déterminer la suite, c'est donc la confrontation entre les deux. Après, l'un des deux sera logiquement largué. Si c'est Haaland, définitivement largué. Si c'est Mbappé, certainement largué. Mais une saison va loin. Qui gagnera la Ligue des Champions? Qui gagnera la Coupe du Monde des clubs? Peut-être qu'aussi ça pourra avoir un petit impact, hein. On ne sait jamais. Hein. Si un des joueurs met 4 buts dans une finale importante entre deux clubs très très connus, pourquoi pas? Donc aujourd'hui, il n'y a pas que ces deux joueurs qui sont en compétition. Imaginons par exemple, en parlant de l'Afrique, Salah. Salah est en course pour être champion d'Angleterre. Il est monstrueux. Et en plus, il a la possibilité de remporter aussi la Ligue des Champions. Donc Salah est un concurrent à prendre très 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 au sérieux. De la même manière qu'à Yamal, si Yamal arrive à gagner la Ligue des Champions avec Barcelone, et avec ce qu'il fait avec l'Espagne, et en plus, avec ce qu'il peut faire dans le championnat d'Espagne, et ben pareil, c'est aussi un joueur qu'on va regarder avec beaucoup d'attention, et qui sera là peut-être pour venir gratter quelques places, voire la victoire finale. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les deux qu'on avait déterminés comme les deux stars absolues du football mondial, c'est-à-dire futures stars absolues du mondial, appelées Messi, Ronaldo, si vous voulez, c'était Haaland, c'était Mbappé. Dans ce duel-là, le match retour va avoir un impact énorme. L'un des deux devra dire au revoir au Ballon d'Or. Voilà les propos donc de Hervé Penaud. En temps, Jean-Philippe a vérifié l'information comme quoi effectivement Liverpool... Il ne participera pas à la Coupe du Monde. Voilà, donc j'avais bien raison, n'est-ce pas Dago Charles? Oui, non, pour une fois, tu as eu raison. Pour une fois, tu as eu raison. Et quelle raison? Une superbe raison. Marie-Christine Berré. Vous allez prendre le cas. Voilà, vous allez prendre le toi, cas. une grande modératrice, là, tu t'es muée à une grande sachante. Franchement, je suis flatté. Dago Charles, vous ne parlez plus pendant 3 minutes. Voilà. Si les 3 minutes arrivent à la fin de l'émission, si voilà, c'est fini. Oui, voilà. Et puis, justement, Serhou Guirassy, aussi actuel meilleur buteur de la Ligue des Champions. Est-ce qu'il peut surprendre Martial? Bon, moi je pense que tout le monde est en course, mais vous savez... Mais pas Guirassy? Oui, non. Je pense qu'il a de bonnes statistiques, mais quand on voit quand même les concurrents qui sont en face, je pense que je ne le vois pas arriver en pole position. Voilà. Donc c'est ce que je crois. Ballot? Oui, pareil, surtout par rapport au Borussia Dortmund aussi. En termes de régularité, je l'ai dit, le Borussia était avant sa victoire en Ligue des Champions 3-0 face au Sporting sur une mauvaise spirale. Donc ils ont dû même changer de coach. Donc dans ces conditions-là, je vois mal Serhou Guirassy être élu Ballon d'Or si Samuel Eto'o, qui ont réalisé par le passé de grosses saisons, de bien meilleures saisons, n'ont pas pu être désignés Ballon d'Or France Football. Je vois mal Serhou Guirassy être dans ces conditions. En tout cas, City Real, le Ballon d'Or se joue-t-il pour Mbappé, Haaland, UEFA Champions League? Écoutons l'avis du public sportif ivoirien. Concernant Haaland et Mbappé, par rapport au Ballon d'Or, je pense que pour l'instant, si je dois m'appuyer sur les statistiques, sur les différents stats, je dirais Mbappé. Vu qu'actuellement il a une bonne pente et récemment il a été élu meilleur joueur du mois de la Liga, compte tenu de ses réalisations en championnat et en Champions League, et compte tenu de son but marqué contre l'équipe de City, je pense qu'il a une ascendance sur Haaland pour l'instant, qui est en difficulté en championnat et en Champions League. Personnellement, je dirais plus Mbappé. Car Mbappé, à la différence d'Haaland, même si on sait qu'actuellement le Real Madrid n'est pas au top de sa forme, mais il arrive quand même à
élevé le niveau du jeu du Real malgré leurs nombreuses blessures et tout ça. Haaland, malgré la méforme de City, il n'arrive pas trop à débloquer certaines situations. Donc pour moi, je pense que c'est Mbappé qui est mieux placé pour avoir le ballon d'or. Je pense que c'est Mbappé qui est mieux placé. Parce qu'avec le Real, vraiment, ces derniers temps, il ne se débrouille pas trop mal. Mais au niveau du classement, ils sont premiers en Liga, donc c'est d'abord considérable. Et du côté du Manchester City, on constate que Manchester a beaucoup de difficultés pour gagner des matchs. Donc ça y va aussi avec la performance aussi des joueurs de City. Donc pour donner mon point de vue final, je pense que Mbappé a la chance. Ma préférence, je vais dire Mbappé. C'est vrai qu'en début de saison, il n'avait pas bien commencé et tout. Mais il a fini par s'adapter et puis se comprendre avec ses coéquipiers. Et puis il a commencé à marquer au fait des buts. Voilà. Selon moi, je crois que c'est Mbappé qui est mieux parti. Parce que Haaland s'est éteint pendant un bon moment. Et Mbappé, vu un début de saison difficile, il a repris de l'énergie et actuellement, il est mieux parti pour le Ballon d'Or. C'est donc l'avis du public sportif ivoirien sur la question LGT de ce soir. La grande team de ce soir, c'est terminé. Voilà, vous voyez, vous avez pris le carton rouge. Pas de parole jusqu'à la fin de l'émission. C'est bien fait pour vous, Dago Charles. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Martial. J'ai pas eu le carton rouge. Merci, Balo. Je vous en prie. Bon, allez-y. Bon, il fallait terminer quelque chose parce que c'est une très belle histoire. Hein. Il voulait vous sortir le carton rouge. Vous lui avez sorti le carton rouge, il a sorti le vert. Donc, finalement, les deux couleurs sont... Et je lui donne un carton rouge à nouveau. Et je te donne un vert. Merci Jean-Philippe. Dago Charles, pas merci. Merci MC. Bisous. Allez, merci beaucoup à vous, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain en direct. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.